Merci Foro, bonjour à toutes et à tous. Bon, il me revient le privilège de démarrer, donc je voudrais juste peut-être remettre le sujet de l'aménagement du territoire un peu dans son histoire. Et c'est vrai que l'histoire, c'est d'abord celle de comment les territoires ont cherché, souvent par des voies de communication, alors maritimes ou terrestres, à se connecter aux autres territoires et à développer de la richesse, développer de l'attractivité, développer de l'emploi. Et c'est vrai que les Romains déjà avaient vu tout l'intérêt de développer des voies de communication et d'un aménagement qui n'avait pas été forcément très structurant au-delà finalement de ces voies qui ont traversé l'histoire. C'est quand même le chemin de fer qui a été. Les canaux auraient pu être structurants, notamment en Bretagne, mais finalement c'est le chemin de fer qui a été le plus structurant dans l'aménagement de notre région et plus globalement dans l'aménagement de notre pays. Et puis là, je pense que le bouleversement majeur est arrivé avec l'avènement de l'automobile, l'extrême démocratisation de l'automobile, où à partir des années 50-60, la possibilité finalement de relier un territoire à un autre, de mixer les bassins d'emploi, de mixer les bassins d'activité, a pris le pas sur quasiment tous les autres moyens de communication. Alors ça a été très lourd de conséquences parce que quand on voit l'équilibre entre les centres urbains et les territoires périphériques, finalement c'est la voiture qui a complètement changé la donne et notamment on le sait sur progressivement la perte, ce qui est un des éléments les plus marquants, la perte des commerces, puisque finalement la voiture a été un moyen d'aller vers des centres urbains, alors plus ou moins proches, parfois à quelques kilomètres, parfois à quelques dizaines de kilomètres. Et progressivement, la voiture a été aussi un outil de périurbanisation, c'est-à-dire que ce qui faisait les limites finalement de la capacité d'un territoire à créer de la richesse, à créer de l'emploi, finalement la voiture a été un moyen d'aller habiter plus loin de son emploi. Et finalement, on a eu dans tous nos pays développés des phénomènes de périurbanisation majeurs qui ont été qui ont finalement préfiguré un peu les territoires urbains tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec souvent des étalements très forts, des consommations du foncier très fort, et puis aussi une fixation finalement au sein de ces aires urbaines de l'emploi dans souvent une densité qui est plus élevée que sur des territoires périphériques parce que on trouve là toutes les conditions de développement. Donc je pense que la voiture a été extrêmement structurante dans l'évolution de mes territoires sur les 60 dernières années. Et je pense que le rail l'avait été également. Alors, la place après des territoires urbains et des métropoles en particulier, elle s'est affirmée, je pense, ces 30 dernières années. Elle s'est affirmée pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons a été quand même progressivement d'une économie qui était plutôt nationale vers une économie, dans notre cas européenne, mais euh, plus, euh, plus massivement depuis une trentaine d'années, une économie qui est mondialisée. Et la plupart des grandes entreprises, la plupart des services importants ont recherché finalement des localisations dans des territoires connectés finalement au monde et reprenant finalement des écosystèmes qui ont été dupliqués les uns aux autres parce que la ville servicielle, la ville qui permet justement de se placer dans la compétition des grands territoires urbains à l'échelle mondiale, a pris le pas finalement sur des logiques d'aménagement à l'échelle d'un département ou d'une région. Et ce qui a sans doute créé un découplage entre ces territoires qui, eux, sont capables de se placer dans la compétition mondiale et avec parfois des outils qui ont été mis à leur disposition. Et on sait qu'il y avait une préoccupation en France, mais partout ailleurs en Europe, je pense, de doter ces territoires aussi d'outils institutionnels leur permettant de se placer dans cette compétition mondiale. Et je retrouvais une note de 2009 là, du ministre de l'Intérieur de l'époque qui disait que c'était une des préoccupations du moment,
de placer les territoires urbains ou dits métropolitains dans cette compétition. Et les outils institutionnels sont venus accompagner cette tendance. Alors, moi, je pense qu'après, quand on parle de métropole, finalement, on n'a pas forcément dit grand-chose parce qu'il n'y a pas deux métropoles qui se ressemblent. Elles ont toutes une histoire, une dimension, évidemment, et elles ont souvent un fonctionnement à leur aire urbaine et à leur territoire qui est très différent d'une métropole à l'autre. Moi, ce que je dis souvent, et c'est vrai que c'est une dimension qu'on perd souvent quand on regarde ça de l'extérieur, mais de l'intérieur, une métropole, c'est déjà une extrême diversité. Parce que souvent, on va retrouver, évidemment, la ville-centre, mais parfois des communes qui font moins de 1000 habitants. Et dans cette même métropole, ces communes de moins de 1000 habitants, elles n'ont pas des problématiques très différentes de leurs voisines qui ne seraient pas dans un territoire métropolitain. C'est un peu la limite d'ailleurs de l'analyse, c'est que être dans une métropole ou être à côté d'une métropole, dans bien des cas, ça change pas grand-chose. Et puis l'autre élément que je souligne moi souvent, c'est quand même la diversité aussi des publics et des populations qui vivent dans une métropole. Hein, et les études le montrent et le confirment à chaque fois. Ce sont aussi les territoires urbains qui accueillent les populations les plus fragiles. Et la tendance, et moi je le vois particulièrement sur le parc public d'habitat sur la métropole, la tendance ne s'inverse pas. C'est-à-dire que nos territoires métropolitains, et particulièrement les quartiers de la ville-centre, accueillent des publics de plus en plus fragiles. Hein, et finalement, on a une extrême diversité dans ces métropoles avec à la fois des personnes des cadres notamment, qui trouvent là l'ensemble de ce qu'ils attendent d'une grande ville. Hein, et les entreprises ont une belle appétence pour ça. Et puis, on trouve aussi les publics les plus fragiles, qui parfois, évidemment, dont les revenus sont essentiellement des minima sociaux, et qui trouvent dans ces territoires très urbains, finalement, une équation qui correspond finalement à sans doute une partie de leurs attentes. Et donc, on a cette belle diversité que sont les métropoles, souvent qu'on aurait tendance à voir de manière synthétique comme des territoires où il n'y a pas non plus de difficultés. Il y a des publics en grande difficulté dans les métropoles et particulièrement dans les quartiers prioritaires de la ville. Alors, je pense que tous les débats qu'on a, les colloques qu'on a sur c'est quoi l'alliance des territoires, comment un territoire urbain fonctionne avec les territoires périphériques, avec les interlandes, moi je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Aujourd'hui, on voit que sur les questions de mobilité, sur les questions de ressources, nos destins sont souvent liés. C'est-à-dire que rien ne peut se faire sans une coopération, une alliance des territoires entre eux. Et l'exemple sans doute le plus criant, c'est celui des mobilités, hein, où à travers effectivement l'usage peut-être exagéré de la voiture, on se retrouve avec des phénomènes pendulaires matin et soir qui ne sont pas sans créer des problèmes à la fois évidemment de congestion automobile, mais également de gaspillage de ressources et d'impacts environnementaux importants. On sait que sur l'usage des ressources, sur la question aussi de l'alimentation, nos territoires partagent quasiment tous ces sujets-là. Et l'enjeu, c'est de les travailler ensemble, sinon on échoue tous ensemble. Et si on travaille bien, on réussit tous ensemble. Donc, je pense, sur ces questions de coopération, sur ces questions de partenariat, de contrat de réciprocité, qu'il y a énormément de choses à écrire. Les échelles institutionnelles n'ont pas forcément facilité les choses. Moi, je préside par ailleurs le SCOT du Pays de Rennes. Il n'est pas à la bonne dimension. Là, on n'a pas l'outil qui correspond finalement à ce qu'est le territoire vécu. Hein. Le territoire vécu, il est sur un peu plus de 720 000 personnes et aujourd'hui, la métropole, c'est 440 000 et le pays, 530 000. Donc, on n'a pas forcément les outils institutionnels, mais par contre, la coopération avec les pays et les SCOT voisins fonctionne bien. On a cette volonté à chaque fois de faire évoluer nos documents de planification dans un dialogue réciproque d'assez bonne qualité. Et on a réussi à le faire dans le cadre du travail autour du SRADET, là, où on a à chaque fois travaillé nos contributions ensemble et essayé d'écrire quand même aussi une forme de projet de territoire dans l'inscription de ce large territoire qu'est l'aire urbaine dans son rapport à la région. Je ne sais pas si j'ai dépassé les 10 minutes, mais
en guise d'introduction, c'est essentiellement cela que je voulais vous dire. Merci beaucoup, André. Merci d'avoir respecté le temps de parole, mais aussi d'avoir écrit la réalité de la vie des métropoles. Je vais passer la parole à Nathalie, présidente du département de Finistère. Nathalie, ton point de vue nous intéresse énormément pour savoir comment les départements peuvent évoluer dans cette réinvention d'un modèle breton. Merci Nathalie, la parole est à toi.